Président, je vous remercie de donner la parole en dernier parce que c'est l'usage lorsque c'est... Ah non, non, je pensais que vous me donniez la parole pour la défense, c'est pour ça. Par rapport à ce que j'ai entendu sur de nombreux bancs de cette Assemblée. Leur tourne et pour gagner du temps, je voudrais dire que par rapport à ce que je vais indiquer, Mohamed Ayadi, qui est à côté de moi, s'associe à mon propos. Maintenant, j'en viens au rapport. Et la lecture de ce rapport m'a confirmé que l'exécutif départemental semble se complaire, et sa majorité, a priori, se complaire dans une attitude de confrontation avec ce gouvernement, comme d'ailleurs avec ceux qui l'ont précédé, et en particulier ceux du président Hollande, avec à l'arrivée le succès que l'on sait pour le parti dominant de la majorité départementale. Pour en venir au sujet qui nous occupe et le recadrer, c'est-à-dire le projet de contrat avec l'État, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses, notamment transport, environnement, etc. Je rappelle que l'objet du contrat, quand même, porte sur les dépenses de fonctionnement. Le rapport qui nous est présenté, s'il se veut de bonne facture, énumère une série de contre-vérités, notamment en ce qu'il évoque, je cite, un recul inacceptable de la décentralisation. Et là, parfois, quand j'entends certains échanges et certaines exigences qu'on rapporte au département, ce qui est normal puisque nous sommes élus du département, je crois quand même qu'il ne faut pas confondre décentralisation avec un régime fédéral. La décentralisation implique que toutes les collectivités décentralisées exercent les mêmes prérogatives et, à ce titre, sont régies par les mêmes dispositions. On parle également de mise sous tutelle injustifiable de la collectivité. C'est dommage, notre collègue avocat Bertrand Ken n'est pas là, peut-être qu'il aurait pu expliquer ce que c'est la tutelle. Bien. Et enfin, pour couronner le tout, l'ensemble est habillé d'un vernis constitutionnel au motif que le dispositif prévu porterait atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales pourtant consacrées par l'article 72 de la Constitution. À l'appui de cette allégation, vous reprochez au contrat d'obliger les collectivités à se plier à la volonté de l'État du fait qu'il impose d'ici à 2022 un mécanisme tendant à plafonner les dépenses de fonctionnement de la collectivité à 1,2%, sous peine de sanctions financières. Vous contestez enfin aux législateurs le droit d'introduire des dispositions qui peuvent s'avérer contraignantes pour les collectivités territoriales, comme en l'espèce, mais j'ai cru comprendre que l'objectif tend à satisfaire à l'obligation qui incombe à l'État de répondre à un besoin d'intérêt général, en l'occurrence la réduction de la dépense publique. Mais je voudrais quand même vous rappeler une chose. Le mécanisme qui a été adopté par le Parlement le 21 décembre 2017 avec l'adoption de cette loi de programmation, ce n'est pas innovant. Vous avez oublié, par exemple, mes chers collègues, le contenu de la loi dite SRU, portée par un ministre de la Ville, qui je crois s'appelait Claude Barthelone, qui a introduit des mesures contraignantes. Je ne dis pas qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Je ne veux pas qu'on puisse interpréter et dire que je suis contre les objectifs de la loi SRU. J'en rappelle simplement les objectifs. Et donc des mesures contraignantes pour les communes en matière de construction de logements sociaux, lesquelles mesures prévoient, entre autres, des sanctions financières et accordent même au préfet la possibilité de se substituer aux maires qui refusent de satisfaire aux obligations de la loi. Alors, vous comprendrez qu'avec une telle disposition, quand j'entends parler de tutelle, j'ai quand même un léger sourire, parce qu'il y a bien, concernant les dispositifs prévus par la loi SRU, des dispositions qui, pour le coup, s'apparentent effectivement à une tutelle. Comme vous, aujourd'hui, d'aucuns n'avaient pas manqué à l'époque de brandir l'article 72 de la Constitution et de saisir le Conseil constitutionnel, lequel, dans sa décision du 7 décembre 2000, a reconnu aux législateurs
le droit d'assujettir les collectivités territoriales à des obligations et à des charges dès lors qu'elles concourent à des fins d'intérêt général. Les mêmes causes se reproduisant, saisies par 60 députés ou sénateurs. Et d'ailleurs, j'observe que parmi les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel de la loi de programmation, ne figure aucun parlementaire proche de la majorité départementale. Donc je pense que si cette loi... mon cher Emmanuel, il faut, pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut 60 députés ou 60 sénateurs. Alors, certes, peut-être qu'à l'Assemblée nationale, c'est difficile de trouver 60 députés socialistes. En revanche, au Sénat, il y a le nombre. Et j'ai remarqué qu'il y a d'ailleurs que... Non, j'ai remarqué que... Et même pour la partie communiste ou front de gauche, comme vous voulez, que ni Gilbert Roger, ni Éliane Assassi, ni Monsieur Gay n'ont saisi le Conseil constitutionnel. Alors, moi, je veux bien, ils font ce qu'ils veulent, mais quand on est présent, comme nous dit, on est en présence, comme nous dit le rapport, d'une loi inique, qui veut mettre la collectivité sous tutelle, qui porte atteinte à un principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, je suis surpris qu'aucun parlementaire de gauche, on va dire, ne se soit associé à une démarche de saisine du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, puisqu'il a été saisi, il a donné une réponse. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Conseil constitutionnel? Là aussi, il a rejeté le recours. Il a rejeté le recours, et notamment en ce qui concerne le fameux article 29 qui prévoit le dispositif contractuel qui, effectivement, n'a pas l'heure de plaire à l'immense majorité de cette Assemblée. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil constitutionnel? Qui ne portait pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Donc, je pense que le rapport qui nous est présenté vise un objectif politique. L'objectif politique, on vient de nous l'annoncer, c'est le refus de signer le contrat proposé par l'État. Pour le coup, c'est une décision qui reflète la libre administration d'une collectivité territoriale, en l'occurrence notre département, puisque on n'est pas encore sous tutelle et on a encore la possibilité de refuser de signer. Bien, cela dit, j'ai procédé aussi à l'étude de d'autres aspects. Donc, je peux admettre que certaines spécificités de la Seine-Saint-Denis n'ont pas été prises en compte. En particulier, on l'a souligné tout à l'heure, l'éligibilité aux critères de modulation. C'est pourquoi j'étais enclin au départ à voter contre cette décision de refus. Mais en tenant compte effectivement d'un certain nombre de paramètres, etc., eh bien, j'ai décidé, moi aussi, de transformer mon vote contre en abstention. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mes chers collègues, bon, merci. Je n'ai pas prévu d'intervenir, mais l'intervention de Gérard Prud'homme m'y pousse. D'abord pour dire que je suis content qu'on ait enfin un représentant de la majorité présidentielle au sein de cette Assemblée, parce que ça manquait un peu. Maintenant, on sait à qui s'adresser quand on a quelques récriminations. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a rien de honteux à représenter la majorité présidentielle, Gérard Prud'homme. Il n'y a rien de honteux. Il n'y a rien de honteux à représenter la majorité présidentielle, une formation républicaine, démocratique. Je n'ai pas de difficulté avec ça, mais c'est bien qu'on puisse aujourd'hui, maintenant, publiquement constater qu'on a quelqu'un qui représente la majorité au sein de cette Assemblée. Donc du coup, on va maintenant un canal qui nous amène directement à l'Élysée et on va s'en servir, cher Gérard. Monsieur le Président, je voulais simplement annoncer à l'Assemblée que l'Élysée vote pour. Merci.